Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle Posé, directrice des opérations pour Amnesty International Canada francophone. Bienvenue, que vous soyez ici en personne ou en ligne à cette conférence de presse hybride et multilingue. Avant toute chose, j'aimerais reconnaître que cet événement se déroule à Tiohtià:ke, territoire autochtone non cédé, où la nation ghanéenne Gahaga est reconnue comme gardienne des terres et des eaux. Cette reconnaissance territoriale prend une importance d'autant plus particulière dans un contexte de discussion sur la migration. En effet, l'immigration est un des éléments de base du projet colonial canadien qui a vu les peuples autochtones dépossédés de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'ai des informations à transmettre aux journalistes qui sont en ligne. Donc, tout d'abord, la fonction interprétation sur Zoom est disponible. Vous pouvez y accéder en suivant les instructions dans la discussion. En cas de problème technique, vous pouvez contacter notre équipe d'assistance technique par le biais d'une discussion privée, toujours dans Zoom. I'll say it in English as well, just in case it's not working for journalists online, but the interpretation function is available in Zoom. You can access it by following the instructions in the chat. If you run into technical issues, please feel free to contact our tech support team via a private chat in the Zoom. Dans les prochaines minutes, nos intervenantes et intervenants vont vous faire part de violations des droits humains dont sont victimes les travailleurs et travailleuses migrants au Canada. Il y aura ensuite une courte période de questions, mais nos porte-paroles sont aussi disponibles pour accorder des entrevues individuelles par la suite. Seulement en faire part à Maude Choquette, qui est responsable des communications. Alors, permettez-moi maintenant de vous présenter nos intervenantes. Tout d'abord, Erika Guevara-Rosas, qui est directrice principale de la recherche mondiale, plaidoyer, politique et campagne au secrétariat international d'Amnesty International. Madame, je vais y aller dans l'ordre en fait, Monsieur Maximiliano Reyes, qui est un ancien travailleur agricole. Madame Bénédicte Carole Zé, qui est une militante pour la justice migrante et ancienne travailleure agricole. Ketty Nivibande, secrétaire générale d'Amnesty International Canada anglophone. Et enfin, France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Considérant, chers intervenants et intervenantes, considérant que la conférence est diffusée en plusieurs langues, je vous rappelle simplement de parler lentement avec un débit assez lent pour que vos propos soient bien compris et entendus par l'ensemble du public. Alors, sans plus tarder, j'invite Erika Guevara-Rosas à prendre la parole. Merci et à la suite pour la période des questions. Merci, Gabrielle. Can you hear me? Can you hear me now? No. Closer? Can you hear me now? Okay, I'm going to take it, and I'm going to sing now that I have the microphone on my hands. Well, thank you very much. Welcome people who are joining us here in person, but also our colleague journalists who are joining us via Zoom. It's our pleasure to welcome you to the presentation, to the media presentation of our report, Canada Has Destroyed Me, Labor Exploitation of Migrant Workers in Canada. And let me first pay tribute to the workers, women and men, who decided to engage with our organization while we were documenting the human rights violations that migrant workers are experiencing. I want to pay tribute to those who are speaking up today here with us, but also those who have been speaking out and speaking up about these abuses for many years, who have been brave enough to face the reprisal, to face further violations only because they are speaking up. I also want to thank our sister organizations, unions, academics, who have for many years denounced the human rights violations committed against migrant workers in Canada. And let me start putting the presentation of this report in the global context. The global estimation of migrant workers around the world has raised to around 280 million people that are crossing borders, that are leaving their homes, their countries, to seek a better life due to conflict, climate change, economic disparities, inequalities.
millions of people are crossing the borders to try to find better lives for themselves and for their families, but they also contribute enormously to the economies of the countries of origin and the countries of destination. For many years, Canada has received hundreds of thousands of migrants that come to the country to contribute to the economy of the different communities and the different provinces where they are located. For years, we have known that Canada is an example, a leader of the protection of human rights. In many global forums, Canada is one of the countries whose government is demanding the protection of human rights of people, particularly those who are more vulnerable to human rights abuses in countries in conflict, in countries where inequality is rising, in countries where climate change is making an impact in their communities, and for that they are seeking protection. Canada is one of the few countries that had signed multiple agreements, multiple treaties, forcing to bring in these commitments into law in the federal and provincial regulations. We have heard Canada in multiple global forums, including at the UN Human Rights Council, denounce the mistreatment of migrants in other countries. However, what our report is documenting is that some of those abuses, some of these violations of human rights that are committed against migrant workers in many other parts of the world, including in Saudi Arabia, in Qatar, in India, in Nepal, in Australia, in Lebanon, are also happening in Canada. Exploitation, racism, discrimination, and multiple abuses that people are experiencing are happening in Canada. Canada is welcoming migrants through different mechanisms, and one of these mechanisms is through the Temporary Foreign Workers Program that welcome thousands of people every year to work in some of the, what it's called, low-paid economies in the country. They are the people who bring food to the tables. They are the people who take care of the Canadian children, of the elderly. These are people that are working in the construction. These are people that are making the economic reality of this country a successful one. These are people who are also contributing to the economies in their countries of origin because they are sending remittances and they are contributing to their communities and to their families. So it's a win-win situation, we can say, right? People that have the opportunity to come and work in what is called a first world country and continue to contribute to the development and the economies in their countries of origin. They come in a regular path with visas, right? So they normally take planes, they don't cross the border as it happens in many other parts of the world, including in the neighboring country of the United States, where we know millions of people are experiencing massive violations of human rights and abuses precisely because they don't have a regular path to enter the country. However, what our research, based on the interview with 44 migrant workers, 13 women and 31 men from 14 different countries working in multiple sectors of the economy, is putting as an evidence is that the multiplicity of abuses that these migrant workers are experiencing is not only the result of a few employers that are not fulfilling their obligations to protect the rights of people, but it's a pattern of abuse that is systemic, precisely because of a racist policy. That is the Temporary Foreign Migrants Program. This Temporary Foreign Migrants Program is enabling these abuses to happen. These closed visas that link the workers with an employer and gives all the power to this employer to control the lives of people is creating conditions that, as the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery stated in 2023 report, is breeding ground for contemporary forms of slavery. I have had the privilege to hear some of the testimonies of these migrant workers, and one that stuck in my head last night, I couldn't even sleep thinking about that experience, being Mexican myself. I'm coming from a country
that has a traditional migration path for people to work in other parts of the world. And he said, and I'm going to say it in Spanish, thank you for the interpreters. Nos tratan como esclavos. Utilizan nuestra necesidad y nos obligan a aguantarnos. La imposibilidad de buscar otro empleador hace que nuestros empleadores se conviertan en esclavistas. And this is the experience that we heard from all these migrants that were very brave to speak up and to talk to us. They are facing unpaid work long hours without rest. They are performing tasks that are not included in their contract, without training, in unsafe conditions, working conditions. They are lacking protective equipment. They are lacking access to adequate medical care. They suffer racist verbal abuse, and in some cases, physical abuse, including sexual abuse. They are discriminated at work. They are living in inadequate housing, in many cases in overcrowded accommodation, sometimes without even a toilet or drinking water, without privacy, and heavily controlled by their employers. Some of the workers that gave testimony to Amnesty International refer to the fact that they don't have rest days, and when they have rest days, they are not allowed to leave the working place where they also live, of course, with their employers. And one important aspect of the report is not only the abuses that are being experienced by the migrant workers, but also to reveal who are these migrant workers. The main nationalities of the people that come to work to Canada every year, they are people that come from Mexico, from Jamaica, from Guatemala, from the Philippines, and India. These are the top 5 nationalities of this temporary foreign migrant program. And the fact that these people are coming from these countries speaks to the fact that this is a discriminatory, racist policy, because it's targeting racialized people to come to this country to face all the abuses that I have described and that you can read also in detail in our report. And just to end, because I know I'm mindful of the time, thank you, my dear Gabrielle, only to end by saying that one of the most shocking aspects of our investigation was also the fact that when people decide to report the abuses, they don't have spaces, they don't have a specific institution that is controlling, monitoring the behavior of the employers, they don't have access to justice. The cases when they report these abuses are not fully investigated, so their path for justice is restricted to the good faith of some officials that are learning about the abuses and the violations of human rights. So they don't find remedy for the abuses. In the limited cases that they can access a different type of visa that opens the possibility to select an employer, they ended up in the same circle because then they have to link again their visa to an employer that they identify, and in some cases they continue to face the abuses and the violations of human rights precisely because that one employer continues to control the lives of the migrant workers that come to the country. Our conclusion is that this system produces discrimination on the grounds of race and class, and these abuses must stop. Thank you. And then we are going to pass the microphone to Max, that is one of these brave voices who has speak up about the abuses that the migrant workers are experiencing, and he's going to share his testimony in Spanish. Hola, yo soy Maximiliano, un trabajador temporal de México, acá en Canadá. Yo vine con la ilusión de trabajar y darle una mejor vida a mi familia.
Imagínate llegar a un país donde no conoces, no sabes nada de su cultura y tú vienes con la idea de hacer dinero para la manutención de tu familia en tu país y llegas a un lugar donde te tratan mal, te gritan, en ocasiones te golpean y no tienes esa posibilidad de buscar o ver la forma de salir ahí, ya sea por el miedo o por la situación que no puedes comunicarte en el idioma de cierto país. Es muy difícil estar en situaciones de abuso porque el miedo que te transmite tu empleador de que vas a tener muchos problemas si hablas o si tú te pones en contra de él. Es como que si ellos quisieran tener un control de tu vida, de ti, es como tratan de controlarte y meterte miedo, que tú solo eres como que tú solo trabajas para ellos, simplemente que no puedes salir de ahí, tú les perteneces a ellos. Es lo que un permiso cerrado te afecta, que tú no tienes la oportunidad de poder buscar otro trabajo. Y más cuando tu empleador te mete ideas o sea, tú no tienes ni idea de lo que él te trata de controlar. Es como, es terrible estar en una situación así, porque no puedes, tienes miedo, tienes dudas, ¿qué va a pasar? No tengo idea qué puede pasar. Si yo me rebelo en contra de mi empleador, ¿qué me puede pasar? Por ejemplo, si en ocasiones te amenaza, te trata mal, es como trata de controlarte, manejarte a su antojo y demás cuando las viviendas son de mal calidad. Hay personas que comparten una sola casa entre 30 40 personas. Es muy difícil, no tienes intimidad, no tienes un lugar, un espacio. Es como que si nos trataran como animales. Y es el miedo que te transmite tu empleador, que no puedes salir de ahí con un permiso de trabajo cerrado. Yo estuve en una situación así, con ese permiso cerrado, no tenía ni idea ni qué podía hacer para buscar otro trabajo. Cuando le decía a mi empleador, él me decía que yo no tenía oportunidad de buscar otro trabajo, que era muy difícil. Es una situación terrible. Imagínate trabajar 6 meses sin un salario, es terrible. Tú tienes tu familia que mantener, no puedes. Es una situación muy, muy difícil. Y es un poco complicado para tener ese valor de denunciar a tu empleador, de ver la forma de salir de ese hoyo donde estás, buscar la ayuda, por ejemplo, con las personas que te ayudan a venir a conseguir un trabajo en Canadá, con el consulado, buscar la manera
de salir de eso, bueno, yo podría decir un consejo para todos los trabajadores que están en una situación de abuso, de maltrato, que denuncien, que no tengan miedo, que salgan de esa situación. Todo es posible buscando la información y tratándose de comunicar con las personas adecuadas. Gracias por todo y gracias por su invitación. Gracias, Max. And now we are going to hear from Carol. Allô, bonjour. Je m'appelle Bénédicte Carole Zé. Je suis venue au Canada. Je m'appelle Bénédicte Carole Zé. Je suis une ancienne travailleuse avec permis fermé. Je suis venue au Canada par le biais de mon ancien employeur qui m'a offert une offre alléchante que je devais venir. Après 1 an, il allait faire une procédure pour que mes enfants viennent. La plus petite avait 6 ans et l'autre 13 ans. Et j'ai accepté et j'ai bien lu mon contrat de travail. C'était en français, je m'exprime en français, ce qui fait que j'étais au courant de mon contrat et de toutes les conditions de travail favorables dont j'avais droit. Mais arrivé au Canada, moi qui suis d'origine camerounaise et qui avait ma propre entreprise au Cameroun, j'arrive au Canada, je vends tout ce que j'ai, je paye $10 000 et plus aux recruteurs pour pouvoir venir travailler au Canada. Arrivé au Canada, mon employeur me fait comprendre que de 1, je n'ai pas droit à un téléphone portable, c'est interdit pour les travailleurs immigrés. De 2, je suis obligée de travailler 7 jours sur 7 parce que si je ne suis pas d'accord, il me retourne au Cameroun sans me rembourser mon argent, bien sûr. Et de croire, les tâches c'était les tâches qui étaient notifiées que je devais faire, la volaille, les dindes, les poulets et les œufs. Je devais faire au-delà de ces tâches-là, je devais travailler à l'ébénisterie, je devais être une femme de ménage chez lui, je devais faire l'entretien ménager, je devais planter les arbres et je devais aller travailler à la ferme de son fils. J'arrive en 2016, alors je me retrouve dans cette situation-là où je travaille de lundi à dimanche, 70, 80 heures, des fois même 100, où j'ai à peine 2 heures de sommeil en une nuit pour dormir, et des fois où je suis obligée de travailler toute la nuit pendant pratiquement 1 an. Et je n'ai pas le droit de tomber malade parce qu'il me fait comprendre que si je tombe malade, il me renvoie dans mon pays. En dehors de ça, je ne peux pas compter toute forme de discrimination, d'abus sexuels, d'abus psychologiques, intimidation dont il me faisait part. C'était comme un bourreau et j'avais tellement peur que je n'avais pas de mots à dire. Pendant ces 1 an où je n'ai pas droit au téléphone, il a fallu que je trouve une astuce pour venir à Montréal pour pouvoir au moins entrer en contact avec le monde extérieur, ce qui fait que pendant 1 an, je n'ai pas eu accès avec le monde extérieur. Je travaillais dans un climat de peur, j'étais traumatisée, j'étais malade parce qu'après 1 an, en travaillant 7 jours sur 7, avec 16 heures de travail, là, mon corps commençait à faiblir. J'ai fini par quitter la ferme en 2018 et mon employeur annule directement mon contrat pour que je sois expulsée, ce qui fait que je n'ai même pas eu accès au programme sur l'expérience québécoise dont j'avais droit et dont je ne pouvais pas savoir que j'ai droit. Je ne pouvais pas connaître qu'Amnesty existe, je ne pouvais pas connaître d'autres associations qui peuvent nous défendre. Je ne connaissais même pas comment je peux défendre mes droits. Donc, j'ai fait pratiquement 2 ans dans cette ferme à vivre de l'esclavage, parce que c'est ça le mot, à être traité comme un objet parce qu'un animal a plus de valeur. Je ne connaissais aucun droit. Je me pose la question, comment ceux qui ne s'expriment pas en français peuvent vivre ce genre de situation? Donc,
Je participe aujourd'hui au rapport d'Amnesty pour exposer ces abus et militer pour le changement. En même temps aussi, je participe avec DTMF pour que ces abus soient punis, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une punition à ces abus, et avec l'espoir que des travailleurs immigrants qui viennent ici travailler, parce qu'on ne vient pas demander le monde, on vient travailler, puissent, pour ceux qui veulent rester, avoir des permis ouverts. Parce que je me dis, en tant qu'être humain, que chacun de nous se pose la question, est-ce que j'aimerais être bloqué comme esclave en travaillant rien qu'à une société, ou avoir la liberté qu'au cas où je subis des abus, des maltraitances, aller à une autre société? Tout être humain a droit à cette liberté-là. Donc, je travaille avec des TMF pour que ces personnes-là puissent avoir espoir d'avoir un permis ouvert dès leur arrivée au Canada, et pour ceux qui veulent rester, avoir un programme de régularisation qui s'en suive. Je travaille aussi avec beaucoup d'autres associations comme la CTI et Solidarité sans frontières, où je rencontre beaucoup de ces personnes qui ont perdu leur statut et qui sont maintenant des sans-statut, pour espérer que ces personnes puissent avoir une justice avec un statut pour tous. Donc, les personnes migrantes effectuent des travaux les plus difficiles et les plus essentiels dans la société canadienne, en contribuant aussi beaucoup à l'économie canadienne. Elles doivent être traitées avec respect, et tous ces respects doivent s'accompagner de leurs droits. Merci beaucoup. Hello, before we carry on, I would like to just take a moment to measure, to really acknowledge and thank Maximiliano and you, Benedict, for your incredible courage. You come here with many, many heavy stories, and for your willingness and the power of your testimony and your willingness to share this. We know that it comes at a cost, and it has come at a cost, and we thank you for being willing to bear witness and to fight for justice. I know that to some of you in the room or some of you online, what you are hearing today may provoke shock, and especially for those who are outside of Canada, what you hear may be absolutely shocking. However, it does not and cannot come as a surprise to Canadian authorities. Canada has known about the profound gaps, the profound injustices that are in the Temporary Foreign Workers Program for years, and for decades, actually. So our report, which we are extremely proud to launch with you today, echoes what civil society organizations, unions, advocates, and more importantly, migrant workers have been saying for years. And that fact is simply this, that the closed work permits, as you have heard so powerfully from both our speakers, increase the risk of exploitation, and the Temporary Foreign Workers Program is inherently discriminatory. The fact is that Canada is relying heavily on the contributions of migrant workers like Benedict and Maximiliano, who keep Canada's food processing, our essential care industries and other sectors going. And we saw that particularly during the pandemic, the COVID pandemic. They are a temporary fix to a permanent problem. They are providing essential services, but they are being exploited. There's a profound contradiction there. And instead of addressing the root causes of exploitation, unfortunately, the government has responded with misguided reforms, some of them cosmetic, such as reducing the number of people in the Temporary Foreign Workers Program, or scapegoating migrants for the housing crisis, which is completely separate and a result of policy failures.
This cannot go on any longer. We have made a series of recommendations in this report to both the federal and provincial authorities to end the exploitation of workers under the Temporary Foreign Workers Program. First, we are calling on the federal government to simply abolish closed work permits, which tie workers to a single employer and therefore grants a disproportionate and enormous power to the employer and control over their workers. Instead, what we are calling for is for Canada to introduce open work permits so that migrants can enjoy the same rights as every Canadian, which is the right to change employers. Closed work permits cannot be a means to bind migrant workers to jobs with poor wages, exploitative working conditions, and to increase the risk of suffering labor rights violations, abuse, discrimination. These industries which put food on our table and which keep us healthy, the agriculture, the food processing, the care and other industries cannot operate on the backs of exploited black and brown migrant workers. We are also calling on provincial governments to ensure that employment standards, including things like minimum wage, overtime, and hours of rest, exist and are enjoyed by all workers. We have heard from workers across multiple provinces, and you just heard it right now, who worked for months on end without a single day of rest. We also heard from workers who worked more than 12 hours per day, sometimes without a break during the day. This is unacceptable in Canada, a G7 country, and a country that, as Erica said, portrays itself as a leader on human rights. Now, while many provinces' employment standards legislation provide minimum standards, these standards do include blanket exemptions for workers in agriculture and in some cases in residential care. These exemptions are a blatant breach of labor laws and international law. So provinces need to ensure that all workers enjoy their most basic labor rights, which are protected in Canada and under international law. And so I will now pass it on to my colleague, France-Isabelle Langlois, to share a bit more about the rest of our recommendations. Merci. Merci, Katie. Ça va? Merci. Je vais faire ça rapidement parce que je vais laisser du temps. Il ne reste pas beaucoup de temps à la conférence de presse. Je vais laisser du temps aux journalistes en ligne dans la salle pour poser des questions. Donc, merci. En tant que directrice d'Amnesty International Canada francophone, ici à Montréal, à la Maison du développement durable. Donc, je suis heureuse de vous accueillir et merci, merci Erika d'avoir fait le voyage. Merci Katie d'être ici. C'est important. C'est un travail vraiment de collaboration qui a été fait. Et bien sûr, merci aux travailleurs et travailleuses comme Maximiliano et Carole qui acceptent courageusement de témoigner. Alors, rapidement, tous nos constats et nos recommandations sont très clairs dans le rapport. Sur la syndicalisation, le droit de se syndiquer est un droit accordé à chacun et chacune ici au Canada et à la Déclaration universelle par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit des ouvriers et ouvrières agricoles de se syndiquer, par contre, est gravement limité au Québec et en Alberta et interdit en Ontario. Amnesty considère que ce sont des restrictions disproportionnées et illégitimes aux droits des travailleurs et travailleuses vis-à-vis la négociation des conventions collectives et au regard du droit international, constituant une violation des obligations du Canada. Donc, par conséquent, on appelle les gouvernements provinciaux du Québec, de l'Ontario et de l'Alberta à abroger toutes les dispositions et législations limitant les droits des travailleuses et des travailleurs agricoles aux négociations des conventions collectives et tous les obstacles du droit de former des syndicats et de s'affilier aux syndicats de son choix. Deuxièmement, finalement, sur la discrimination. Amnesty, vous l'aurez compris, conclut que le programme des travailleurs étrangers temporaires est par nature
discriminatoires. Les visas de travail temporaires octroyés au titre du programme sont principalement accordés à des personnes noires, latino-américaines, autochtones ou d'autres populations racisées. La surreprésentation de certaines nationalités ainsi que de certains groupes raciaux et ethniques parmi les travailleurs du programme des travailleurs étrangers temporaires n'est pas accidentelle, mais fait partie intégrante de la conception du programme. Avant la création de la première itération de ce programme en 1966, les travailleurs agricoles venaient d'Europe, étaient blancs et avaient le droit de s'installer de façon permanente avec leur famille. Dès que les travailleurs agricoles ont plutôt été des personnes noires provenant des Caraïbes, on a alors imposé des conditions de temporalité, de séparation familiale et un permis de travail fermé, les liant à un employeur spécifique. Le programme s'est élargi depuis, mais pour les travailleuses et les travailleurs considérés comme étant peu qualifiés, les conditions sont restées les mêmes. Dans l'état actuel, nous pouvons donc conclure que le programme est un legs de notre histoire coloniale et des politiques d'immigration, conçues pour des personnes blanches qui a prédominé jusque dans les années 60. Le programme assoit des discriminations et a des conséquences disproportionnées pour des travailleuses et des travailleurs racisés dans des postes peu qualifiés qui sont victimes d'atteintes à leurs droits humains en raison de leur race, de leur classe, de leur genre et ou de leur nationalité. En même temps, ces mêmes personnes sont quasi totalement exclues des programmes d'immigration permanente économique du Canada et du Québec. Elles sont prises au piège avec un statut précaire, ce qui amplifie leur vulnérabilité vis-à-vis des abus. En conclusion, donc, Amnesty International appelle le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec à supprimer tous leurs critères d'éligibilité pour l'octroi de la résidence permanente, entraînant une discrimination des travailleuses et travailleurs migrants peu spécialisés. Merci. Merci à vous tous et à vous tous. Donc, je vais me charger d'animer une très courte, malheureusement, période de questions. Je vous rappelle cependant que vous soyez ici en personne ou que vous soyez en ligne, nos porte-paroles vont aussi être disponibles pour accorder des entrevues individuelles par la suite. Donc, on a 10 minutes environ pour la période des questions. Je vais commencer par prendre les questions des journalistes qui sont ici en salle. Ensuite, je vais aller en ligne pour prendre les questions en ligne. Dans un cas comme dans l'autre, je vous demanderai de bien vous identifier, votre nom, le média que vous représentez et, si possible, identifier la personne à qui votre question est destinée. Une petite note pour les journalistes qui sont en ligne. On vous demande d'utiliser la fonction Q&R sur le Zoom. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. On va vous amener un micro, ça ne sera pas bien long. Bonjour, Valérie Michaël-Laveille de Radio-Canada. Madame Langlois, quel message est-ce que le gouvernement canadien envoie avec ces permis de travail fermés que l'on sait discriminatoires et racistes depuis le début et que, 30, 40 ans plus tard, ils existent encore? Quel message ça envoie selon vous? Bien, ça envoie un message qu'il y a des personnes qui sont bonnes pour devenir des immigrants et donc éventuellement des citoyens canadiens. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas assez bonnes pour avoir ce privilège. La seule raison... On parle de permis, de programme pour travailleurs étrangers temporaires, mais je pense c'est important de se poser des questions sur le temporaire. Qu'est-ce qu'on entend par temporaire? D'une part, c'est des besoins qui reviennent sans cesse à tous les ans sur le marché du travail. C'est des emplois qu'on est incapable de combler par des personnes qui se trouvent ici sur le territoire. Alors, parmi les travailleurs temporaires agricoles, souvent, c'est des personnes qui vont faire 4, 5, 6, 8 mois. Ils vont revenir l'année suivante. Ils vont revenir. Quand on revient pour 6-8 mois à chaque année, est-ce que vraiment c'est un besoin temporaire, conjoncturel qu'on a? Par ailleurs, plusieurs personnes, c'est le cas entre autres de Carole qui est ici avec nous, sont sur des permis de travail de 1 an, 2 ans, renouvelables. Et au fil du temps, finalement, ces personnes-là sont ici pour plusieurs années, encore une fois, dans des emplois pour lesquels on a besoin de façon permanente de travailleurs et de travailleuses. Alors, pourquoi ces personnes-là deviennent une sous-classe dans nos sociétés, ont des conditions de vie, de travail qui sont différentes du reste de la population?
Et pourquoi? Ça donne que ces personnes-là sont des personnes dites peu qualifiées et pourquoi elles proviennent de ces pays-là, alors que, parallèlement, il y a un programme pour des travailleurs étrangers temporaires, mais qualifiés. Et donc, ces personnes-là qui travaillent, entre autres, dans la technologie de l'information, mais aussi dans d'autres secteurs, peuvent venir avec leur famille, sont sur des permis ouverts et ça devient pour ces personnes-là une porte d'entrée vers la résidence permanente et éventuellement la citoyenneté. Et ces personnes-là viennent d'autres pays, notamment de la France, notamment de la Belgique et d'autres pays européens, et sont majoritairement blancs. Et donc, il y a plusieurs couches de discrimination. Donc, selon le pays d'où on vient, l'ethnie ou la race à laquelle on appartient, le degré de scolarité qu'on a, et en plus, il y a aussi la discrimination basée sur le genre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, pour le service d'interprétation, j'ai une question, je vais parler en anglais. My question will be for Ketty. It's from Mr. Wong, from CBC. He says that 2024 saw the most number of open work permits issued to vulnerable temporary foreign workers granted by IRCC in any year. But the IRCC would not comment on whether it is considering ending closed work permits, citing ongoing litigation. How widespread are the abuses you've documented in your report, and what is your view in the urgency of changing these policies? I'll start with the urgency. The urgency is now. This needs to change today. It has, as we've shared, it has been ongoing for decades, for years. We have known, it has been documented over and over. There's no reason why we continue to have closed permits. So in terms of urgency, I would ask any Canadian to think about the impact that this is having on the lives of individuals who are doing this work. Whenever you are eating your vegetables, even your organic vegetables, your organic tomatoes, right, and your lettuce, and your healthy food, think about the cost that this has meant. Think about the person who is watering consistently in greenhouses without having time to have a break, without being able to rest, and think about what that cost means. It is absolutely essential that we stop this discrimination, this blatant discrimination. And for me, I can't not connect this to the bigger racial discrimination that has happened for years and for centuries around production of goods and production of food. You think about plantations, who was producing the food and the goods for years and for centuries that came on the table across North America. It was always black and brown bodies. And so we need to connect the historical context with what is happening today. And I urge every Canadian, once again, to think about who's caring for their parents, who in facilities for elderly people, who's producing their foods, and who's taking care of their little children as well. So that's for the urgency. In terms of the progress that has been made by IRCC, yes, we have seen more open work permits being provided, but at the same time, what if we continue to have closed permits, then this is having a direct impact on individuals. So we need to close that. We've also seen sectoral permits being afforded, which is, again, leaves people who are not in those particular sectors at high vulnerability. So again, if we need to make this right, we need to make it right for all, right? And not just some pockets here and there. We cannot make cosmetic changes. We need to fix the root causes of this issue, and once again, stop using a temporary fix for a permanent problem. Merci, Ketty. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je sais qu'il n'y en a plus d'autres en ligne. Donc,
On est très limité dans le temps, donc je vais devoir vous dire non, je suis désolée. Donc, ça met fin à notre conférence de presse. Juste pour vous dire, pour les journalistes qui sont présents ici ou même en ligne, vous pouvez vous adresser à Maude Choquette pour les entrevues individuelles si vous le souhaitez. On vous remercie évidemment chaleureusement d'avoir été présente aujourd'hui. Je remercie également les membres du service d'interprétation pour leur contribution, ainsi qu'évidemment toutes les personnes qui ont participé à ce rapport important. Je rappelle à ceux et celles qui soient ici, présentes ici ou en ligne, qu'il y aura une table ronde qui sera tenue ici même à 11h. Merci, bonne fin de journée.